Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes tendances sur les derniers mois en matière de médiation de l'assurance. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Schneeweis. Bonjour Arnaud Schneeweis. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le médiateur de l'assurance. Peut-être un petit mot sur la médiation de l'assurance. Son rôle aujourd'hui, c'est d'intervenir quand il y a litige quelque part entre assurés et assureurs ? Exactement, on est là pour apaiser les litiges. Donc il faut d'abord que les assurés essayent bien sûr de régler leurs problèmes avec l'assureur. Bien sûr. Que ce soit un sinistre, que ce soit une protestation sur la gestion de leur contrat d'assurance vie, qu'ils commencent par faire une réclamation, donc l'expression par écrit d'un mécontentement auprès de l'assureur. Et s'ils sont encore mécontents de la réponse faite par l'assureur, ou si pendant un délai de 2 mois, il n'y a pas eu de réponse de l'assureur, alors ils peuvent nous saisir. Et donc il y a eu 32 000 saisines. 32 000 saisines, oui. Dommages et assurance de personnes en 2023. C'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on vient vers vous en deuxième étape. C'est-à-dire que d'abord, on essaie de régler son problème, et c'est quand il n'y a pas de solution qu'on saisit la médiation. Oui, il faut toujours essayer de commencer à régler son problème avec le professionnel, donc avec l'assureur pour ce qui nous concerne, et c'est ensuite qu'on saisit la médiation. Il ne faut pas nous saisir de façon prématurée. Je rappelle donc la médiation de l'assurance, c'est 32 000 saisines sur les 12 derniers mois. Alors quand on parle de saisines dans la médiation de l'assurance, on peut parler d'assurance habitation, on peut parler d'assurance auto, qui sont moins des sujets en lien avec l'épargne dont on va parler aujourd'hui, mais 9% des saisines concernent des sujets en lien avec l'assurance vie ou l'épargne retraite. Alors c'est peu au global dans l'assurance, mais ça reste quand même 9% de sujets qui reviennent régulièrement quand il s'agit d'assurance vie ou d'épargne retraite, Arnaud Schneeweis. Oui, tout à fait. Donc, si vous le voulez, on peut évoquer... Bien sûr, qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Le type de sujet. Non, en assurance vie, il y a 2-3 sujets qui reviennent très souvent. Bon, il y a la clause bénéficiaire. D'accord, la fameuse, oui. Qui sont les bénéficiaires des capitaux décès. Et donc, on est souvent au cœur de querelles de famille. Où les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas reçu les capitaux décès de la grand-mère, de la tante, etc., dont ils étaient persuadés qu'ils leur étaient destinés. Donc là, on joue un rôle de tiers de confiance, c'est-à-dire que nous, on a accès, l'assureur nous montre la clause bénéficiaire dans le cadre du règlement du litige, puisque la procédure est confidentielle de médiation. Et nous, on peut dire à l'assuré, écoutez, on ne peut pas vous dire quel est le nom qui figure sur la clause bénéficiaire, mais on peut vous dire que ce n'est pas le vôtre. Le vôtre ne figure pas. D'accord. Parce que dans le cas d'un, effectivement... Et donc la CNP, pour prendre cet exemple, ou peu importe, AXA, a correctement appliqué le contrat en ne vous versant pas les capitaux décès parce que ce n'est pas votre nom qui figure sur la clause. Mais parce que justement, quand on est dans le cadre d'une succession, par exemple, on ne peut pas lire soi-même la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie de la personne ? C'est confidentiel. C'est confidentiel, alors d'accord. Après, vous pouvez demander à un juge de lever ce secret si vous avez un intérêt à agir. D'accord. Mais non, l'assureur est tenu à une obligation de confidentialité. C'est son assuré, le stipulant dans le cadre de l'assurance vie, son assuré lui a donné des instructions à l'assureur qu'à son décès, il faudra payer à telle et telle personne les capitaux décès. L'assureur est tenu par la confidentialité. Et donc là, en fait, le sujet que vous avez le plus souvent, c'est pas tellement un professionnel qui aurait mal fait son travail, un professionnel de l'assurance, par exemple, qui aurait mal fait son travail, ou une clause qui aurait été mal écrite, mais si ça peut arriver quand même. D'accord. C'est-à-dire, tout est lié. C'est-à-dire, les gens vont dire, j'ai été mal conseillé plutôt. Ils ont souscrit des unités de compte, les marchés ont baissé, et les gens vont dire mais j'avais demandé un profil prudent, bien sûr, on m'a fait souscrire des choses qui n'étaient pas si prudentes que ça. Bon. Mais dans le cadre de la rédaction de la clause bénéficiaire, bien sûr que le professionnel, le conseiller en assurance, doit accompagner, a priori, il doit accompagner le stipulant, l'assuré, dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Alors là, on voit de tout, c'est-à-dire parfois, la clause bénéficiaire est trop précise. D'accord. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, on a désigné Monsieur X, a désigné Madame X pour ses capitaux décès. Mais il se trouve que le mariage n'a duré que quelques mois. Ils ont divorcé rapidement. Mais la clause bénéficiaire n'a jamais été changée. Et elle désigne explicitement Madame X. Bon. Au moment du décès, 20 ans plus tard, l'assureur dit, les 40 000 euros de l'assurance vie, il faut que je les verse à Madame X. À Madame X. Les enfants protestent en disant, mais enfin, ils ont vécu ensemble seulement quelques mois, ils ont divorcé, depuis 20 ans, ils ne se parlaient plus. C'est impossible que si mon père, on lui avait remontré la clause bénéficiaire, c'est impossible qu'il n'ait pas... D'accord. Et donc c'est là où potentiellement on peut aller chercher. Et donc là, le professionnel a un devoir
de régulièrement vérifier avec l'assuré, est-ce que cette clause bénéficiaire vous convient toujours? D'accord, je comprends. Oui, bien sûr. Oui. Alors, évidemment, si on a des formules plus génériques, c'est plus facile. Si on dit c'est mon conjoint, bon, le conjoint peut changer, mais mon conjoint, ça marche toujours. Bien sûr. Voilà. Mais on peut avoir des sujets dans l'autre sens. Si on est trop précis et qu'on n'a pas révisé. Bon, alors là, il y avait un problème de devoir de conseil dans le cas que je vous ai cité, où l'assureur avait reconnu ne pas avoir fait son travail, de ne pas avoir vérifié régulièrement avec l'assuré, et en plus l'assuré n'avait pas accès à la clause sur le site internet, de ne pas avoir régulièrement vérifié si la clause bénéficiaire convenait toujours. Voilà. L'autre problème qu'on voit souvent, c'est l'aspect représentation. Hein. D'accord. Mes enfants vivants ou représentés. Bien sûr. Alors après, c'est au choix du stipulant, hein. Là, vous citez d'ailleurs une partie de la clause type de la clause bénéficiaire. Voilà. Alors la clause type, mon conjoint, à défaut, mes enfants. Et alors là, est-ce qu'on ajoute vivant ou représenté, à défaut, mes héritiers? Ça peut être la volonté, si c'est la volonté du stipulant de ne pas avoir prévu de clause de représentation, c'est sa volonté, les gens sont libres. Mais donc ça provoque des querelles de famille. S'il n'y a pas cette clause de représentation, cette branche de la famille ne bénéficiera pas des capitaux d'essai. Donc ça veut dire qu'il faut la mettre systématiquement ou ça reste du cas par cas? Alors, Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que selon le médiateur de l'assurance, il y a une solution idéale pour éviter ou réduire le nombre de problèmes qu'on peut avoir sur la clause bénéficiaire, par exemple? La solution idéale, c'est de vérifier régulièrement, d'accord, au cas par cas, quelles sont ses volontés, qui peuvent changer au fil de la vie. Bien sûr, oui. Au fil de la vie, on a souvent des cas où les assurés ont changé, les bénéficiaires de la clause bénéficiaire, peu de temps avant leur décès. Et ceux qui s'estiment lésés disent mais c'est pas possible, il ou elle n'avait plus sa tête quand Bien il sûr, a changé. oui. Alors était-elle sous tutelle, sous curatelle? Non, si c'est pas le cas, les gens peuvent changer de bénéficiaire jusqu'à peu de temps avant leur décès, bien sûr. Donc voilà. Après, oui, il faut proposer la clause, disons type comme on a dit. Ensuite, c'est à l'assuré de décider de ce qu'il veut. Et il peut aussi dire que c'est une association qui sera bénéficiaire de ses capitaux d'essai. Voilà, liberté. Ça, c'est sur la clause bénéficiaire assurance vie. Alors, effectivement, on imagine que c'est des moments qui peuvent être assez intenses et donc que souvent, effectivement, querelles de famille peuvent aller jusqu'à la médiation. Vous avez parlé de gestion aussi. Alors là, effectivement, c'est un autre type de litige qu'on peut avoir. C'est sur quoi? Sur la manière dont l'assurance vie est gérée par un professionnel quand on lui a laissé la possibilité de gérer son assurance vie ou quand on a rempli... Alors, on a des contestations sur les frais. Hein, d'accord. Les frais de versement, vous savez qu'ils sont plafonnés à 5%. Donc, vraiment... faut vraiment pas prélever davantage, et parfois on voit encore des cas où les gens sont prélevés à plus de 5% sur leur versement. Donc les gens peuvent contester les frais, est-ce qu'ils sont clairement indiqués dans le contrat, est-ce qu'on les a bien informés? On a beaucoup de protestations, bien sûr, quand les marchés ont baissé, que les unités de compte ont baissé, en disant mais j'avais demandé un profil prudent, j'ai fait confiance et on m'a fait souscrire quelque chose qui n'est pas prudent du tout. Bon, alors... Qu'en est-il? Bien sûr. Il faut vérifier, est-ce que ces unités de compte, effectivement, correspondent à un profil prudent, ce qui est tout à fait possible. Un profil prudent ne signifie pas forcément être totalement investi en euros. Il peut y avoir une unité de compte relativement tranquille. Bon. Ou est-ce que, non, dans la gradation du risque, on lui a fait souscrire des choses qui manifestement ne correspondent pas à un profil prudent? À ce moment-là, on ira dans le sens de l'assuré. Vous savez, dans quand même un chiffre qui concerne toute la médiation, mais dans 54% des cas, quand les assurés nous ont saisis, ils ont eu en tout ou partie gain de cause. Soit que l'assureur ait fait un geste apprenant que la médiation a été saisie et l'assureur dit bon, je vais faire quelque chose, je vais compenser. Si tant est que le litige soit réel quand même, il faut quand même qu'il y ait... Écoutez, dans 30% des cas, les assureurs font un geste commercial quand ils apprennent que la médiation est saisie. D'accord, ok. Et puis nous, on va jusqu'au bout et on exprime ce qu'on appelle une proposition de solution, et on est suivi quasiment systématiquement par les assureurs quand on donne raison à l'assureur. Mais alors, une question pour les épargnants qui nous écoutent, qui ont des investissements, ou en tout cas une partie de leur épargne sur un contrat d'assurance vie. Quand on souscrit des fonds euros, des fonds en unité de compte ou autre, on signe un certain nombre de papiers qui nous sont présentés, on est censé savoir dans quoi on investit, on est censé les lire. Quel recours on peut avoir si jamais on considère qu'on avait demandé un profil prudent et qu'en cas de baisse des marchés, le profil n'est pas suffisamment prudent à son goût? On a signé les papiers. Oui, alors c'est vraiment la question du devoir de conseil. C'est-à-dire que si vous avez explicitement dit, et si en plus il y a eu encore mieux, s'il y a eu des emails dans des échanges avec le conseiller que vous souhaitiez un profil prudent, parce que je suis d'accord avec vous.
Est-ce qu'il y a des écrits qui montrent que vous avez demandé quelque chose d'un peu différent du contrat qu'on vous a fait souscrire? Si vous avez explicitement dit « je veux un profil prudent », et on vous a fait souscrire quelque chose qui ne correspond manifestement pas à un profil prudent, on peut dire que le devoir de conseil a été mal fait. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas d'autres écrits, vous avez été d'accord pour les unités de compte qu'on vous a proposées. Voilà, il n'est pas possible. C'est plus compliqué à démontrer que... Le devoir de conseil n'a pas été fait correctement. Donc, si je vous pose la même question, effectivement, sur comment gérer ça de manière idéale, écrivez ce que vous voulez à un instant T. Écrivez à l'avance si c'est possible. Non, il faut lire son contrat, il faut bien peser les choses, bien vérifier que ce qui est proposé par votre conseiller en assurance correspond à vos aspirations. Si on change de sujet, au-delà effectivement de l'assurance vie, il y a le sujet épargne retraite qui revient aussi. Qui représente le tiers dans ces 9%. Un tiers, c'est épargne retraite, 2 tiers, c'est assurance vie. Et sur ce dernier tiers, du coup, de l'épargne retraite, sur quoi tournent les sujets en lien avec les litiges qui impliquent qu'on saisisse la médiation de l'assurance? C'est les frais aussi ou pas forcément? Il peut y avoir les frais, bien sûr. Ouais. Souvent, les gens, pourtant, la philosophie d'un contrat d'épargne retraite, c'est de constituer une épargne qui sortira en rente jusqu'à la fin de la vie. Alors, les gens souvent nous saisissent pour, soit dans la phase de constitution de l'épargne, récupérer, racheter leur argent. Vous savez que la loi prévoit des cas, des coups durs de la vie. Bien sûr, oui. Ou l'achat de la résidence principale, où on peut sortir. Mais encore faut-il tomber dans ces cases de surendettement ou d'invalidité, des situations un peu extrêmes. Donc des fois les gens nous demandent simplement je veux récupérer mon argent, non, c'est de l'argent qui est bloqué de fait dans cette phase de constitution de l'épargne. Et puis les gens souhaitent récupérer leur capital et ne pas toucher sous forme de rente. Alors avec le plan d'épargne retraite, les choses ont changé, effectivement vous pouvez maintenant on peut choisir sortir en capital. Dans le cadre des anciens PERP, les plans d'épargne retraite populaires, souvent les gens disent, mais au-delà des 20%, on peut sortir en capital, donnez-moi tout sous forme d'un versement en capital unique. Et donc l'assureur de leur expliquer que ce n'est pas possible, et que même si la rente est une petite rente, l'assureur a tout à fait le droit de dire non, je ne vous verserai pas ça sous forme d'un versement unique et on va sortir en rente jusqu'à la fin de la vie. Ce qui est protecteur, bien sûr, oui. Mais qui souvent ne correspond pas aux souhaits des gens qui disent rendez-moi mon argent. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Arnaud Schneeweis de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes médiateur de l'assurance, également président du club des médiateurs. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.